Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Judith Grossman, Grossman, qui est ici de passage à San Francisco, enfin on peut dire un long passage, parce que ça fait quand même quelques mois qu'elle est ici, et elle est cinéaste d'après ce que j'ai appris, et on va apprendre à la connaître ensemble, et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on n'a jamais eu de cinéaste ici sur French American TV. Judith, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci de m'inviter. Oui, et tu as l'air d'être une personnalité de passage à San Francisco, mais quand même, tu fais quand même partie de la communauté de San Francisco pour l'instant. Et j'espère peut-être que tu resteras ou que tu reviendras Probablement je reviendrai. Je Oui. sais pas pour combien de temps, je sais pas quand, parce que j'ai plein de projets et que j'ai très envie de les réaliser, et que en fait ces projets-là vont probablement me faire voyager un petit peu partout dans le monde. Mais c'est sûr que je suis radicalement tombée amoureuse de San Francisco, et je suis tombée amoureuse de San Francisco avant d'y venir. C'est-à-dire je suis tombée amoureuse de San Francisco sur catalogue. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Bah oui. Et souvent on me demande pourquoi tu as choisi San Francisco, et je réponds tout le temps, j'ai pas choisi San Francisco, c'est San Francisco qui m'a choisi. Donc effectivement... Des photos que tu as vues sur le catalogue? C'est pas une photo, je crois que c'est quelque chose qui t'a touché? Oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible. Je ne peux pas vraiment expliquer. C'est pas le Golden Gate, c'est pas la Beat Generation, c'est pas Berkeley, c'est pas tout ça. C'est une attirance. Probablement un ensemble de choses qui font qu'il y a vraiment quelque chose qui m'appelait ici. Et donc je suis ici depuis 4 mois pour voir ce qui m'appelle. Et quand même, je commence à trouver un petit peu, même si les expériences sont un petit peu difficiles. Oui, des fois différentes. De toute façon, c'est très difficile quand on change de pays parce qu'il faut s'adapter, il faut connaître les moins et les plus. Il faut connaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et faire du sorting et puis savoir où être, où ne pas être, etc. Donc, une fois que tu seras bien dans San Francisco, tu l'apprécieras de plus en plus. Mais je suis déjà très bien dans San Francisco. J'ai été bien tout de suite dans San Francisco. Le seul problème, en fait, c'est que moi, je suis venue ici parce que j'ai besoin d'apprendre l'anglais. C'est les hasards de l'existence qui font que j'ai jamais eu l'occasion d'apprendre l'anglais quand j'étais étudiante, collégienne, etc. J'ai appris plein d'autres choses, mais pas l'anglais. Et puis aujourd'hui, c'est une nécessité absolue, c'est un challenge. J'ai besoin d'apprendre l'anglais. Donc, il fallait que je choisisse une destination pour ça. Beaucoup de gens m'ont dit tu devrais aller à Londres, c'est quand même vraiment près, c'est à 2 heures de Paris. Non, j'ai choisi San Francisco. Mais c'est vrai que ça devenait difficile d'être aussi loin que ça de Paris et de mes amis, parce que quand je suis arrivée, je savais dire yes, no, mon nom est, et c'est tout. Et maintenant ça va. Maintenant ça commence à aller un petit peu mieux, j'arrive à faire des choses toute seule. Oui, tout à fait. On est à l'intérieur et tu portes des lunettes sur toi. Est-ce que c'est pour une raison particulière? Écoute, je sais pas, je ne peux pas vivre sans mes lunettes. Et c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui ne peut pas vivre sans la cigarette? Probablement, ça doit être quelque chose d'un... Tu t'es attachée? Oui, ça me sert aussi de serre-tête. Donc en fait, ça tient mes cheveux, mais c'est vrai que je porte mes lunettes tout au long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre. À l'intérieur et à l'extérieur? À l'intérieur, à l'extérieur, et souvent même je les ai sous la douche. Donc, oui, parce que je les oublie. Ah bon? Donc tu les mets jamais sur les yeux? Si, dans la rue parfois, mais c'est pas leur première utilité. Ah d'accord. Oui, enfin, tu as des grands yeux, c'est pas la peine de les cacher. Oui, merci. Donc, non, mais c'est quand même quelque chose de très particulier à toi, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est rare. C'est-à-dire que ça me définit, vraiment. Oui. Quand on ne sait pas qui est Judith, on dit c'est la fille avec les cheveux rouges et les lunettes. D'accord, donc on sait tout de suite. Ouais. On sait que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cheveux rouges, mais pas tellement qui ont les deux ensemble, les deux. Non. Les lunettes et les cheveux rouges. Et puis me dis pas qu'il y a tellement de gens qui ont les cheveux rouges, parce que moi j'aime bien avoir les cheveux rouges comme ça. Oui. Et ça me plaît bien qu'il n'y en ait pas tant que ça, des gens qui ont les cheveux rouges comme moi. Il y a des gens qui les font artificiellement, et ça n'a pas l'air d'être naturel de toute façon. Non. Oui. Bien sûr. Donc, non, mais c'est ton style maintenant. Depuis un petit moment. Je trouve que c'est très bien comme couleur temporairement pour expérimenter. C'est ma fille l'a fait et c'est très mignonne avec des choses comme ça. Et puis, bon, ça c'est des trucs de passage, mais après tu voudrais retrouver qui tu es vraiment, non?
pas du tout perdue. Je crois que je sais exactement qui je suis. Non, tu es vraiment comment tu es née. Tu es née avec des cheveux, je ne sais pas quelle couleur, mais... Oh, comment peuvent mes cheveux, ils ont une couleur que je déteste radicalement. Ils sont blonds cendrés. Blonds cendrés. Tu es blonde avec des yeux bruns. Oui. Ah bon? Mais cendrés, vraiment, et très très cendrés. Moi, je trouve ça absolument affreux et triste et moche, et voilà. Ils adorent les blondes. Eh ben ouais, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Non, Et puis en plus, dans ma famille, on est une famille de femmes où on a des cheveux de cimetière, on les appelle, très très tôt. Et donc, de toute façon, je serais obligée de les teinter. Donc, je suis vraiment contente de les teinter en rouge. Et pour revenir à ce que tu fais, enfin en général, est-ce que tu as toujours été dans le domaine du cinéma? Oui et non. C'est vrai que c'est une réponse de Normand, mais en fait, oui. Depuis toujours, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du cinéma devant et derrière la caméra. J'ai toujours voulu être exactement ce que je suis et avoir le métier que je fais en ce moment. Tu préfères devant ou derrière? Maintenant, derrière. Ah bon? Oui. En fait, j'ai très vite compris que je préférais être derrière. Ah bon? Devant, je trouve que c'est dur. Il y a des exigences qui sont énormes. Il faut être tellement parfait pour être devant que franchement, je préfère être derrière et avoir mes exigences par rapport à ça. Et exiger des acteurs. Oui, tout à fait. Mais donc, non, j'ai fait des études de cinéma à Paris. J'ai fait des films de fin de... Actrice, etc. J'ai été un petit peu actrice. J'ai travaillé aussi pour la publicité. J'ai fait plein de choses. Oui. Et puis, voilà. J'ai décidé, maintenant, je vais me concentrer à faire du film. Non, j'ai eu une grande période où... Expérimentée. Non, où je suis tombée dans la trappe. Enfin, moi, je l'appelle comme ça, mais en fait, j'ai fait plein d'autres choses. Ah oui. Je voulais voir un peu ce que ça donnait dans la publicité. J'ai travaillé dans Paris, j'ai eu une agence, etc. Et puis, la vie étant ce qu'elle est, un jour, je me suis réveillée en me disant, bon, ça suffit, les multiples casquettes t'es commerciale, t'es créative, t'es gérante d'une entreprise, t'es directrice, stop, c'est fini avec ça, maintenant t'écris. Et tu fais un film. Et en fait, les choses ont été rapides et généreuses, et le destin a été généreux avec moi parce que j'ai commencé à écrire un script, une histoire tout à fait personnelle, sans avoir réellement étudié comment on écrivait un script. Tu as fait un cours de scénariste, non? Pas du tout, parce que les études de cinéma que j'ai fait bien des années auparavant, c'était pour être réalisatrice et absolument pas pour être scénariste. Et en fait, j'étais au bon endroit au bon moment et j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aidée. Et voilà, j'ai écrit un premier film, puis un second, puis un troisième. Je travaillais un peu avec les télés françaises. Et puis maintenant, je vais réaliser mon premier court-métrage dans quelques mois. Je dirai Action, on verra ce que ça va donner. Le court-métrage, ce sera pas plus de 30 minutes. Oui, enfin ça sera un long court-métrage en fait, parce que court-métrage ça peut être 2 minutes, 3 minutes, 15 minutes. Le mien fera vraisemblablement entre 20 et 25 minutes. C'est vrai que dans le script, c'est une page par minute? Oui. C'est vrai? Oui. Donc ton script, il est de 25 pages? Un tout petit peu plus. Ah bon? Oui, mais comme dans mon script, j'ai une description des effets spéciaux, parce que j'aurai beaucoup d'effets spéciaux, ça prend un petit peu de place, et ça prend moins de place à l'écran. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui est passé, Sylvain Doro, qui travaille pour une compagnie qui a fait le movie Ants. Tu as entendu parler de Ants? Tout à fait. Ah oui. Alors, ils ont fait les montages, parce que c'est de l'animation. Ils ont travaillé pendant 2 ans, 100 personnes pour faire ça. C'est un travail énorme. C'est un travail de titan. Le cinéma, c'est un métier vraiment étrange, parce que le public connaît l'acteur, les acteurs, les réalisateurs, ou le réalisateur. Ou le directeur. Oui, ou le directeur, parce qu'aux États-Unis, vous dites directeur. Mais en réalité, sans le scénariste, il n'y a personne, il n'y a pas de film, il n'y a jamais de film. Et derrière ça, sans ce que vous appelez l'éditeur et que nous on appelle le montage en France, il n'y a pas de film non plus. Voilà.
Et, mais en général, le directeur, il est avec le montage pour leur dire ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Ça dépend des écoles, ça dépend des productions. Ça dépend. Par exemple, toi, tu veux savoir ce que ton montage va donner, donc tu vas être derrière la personne qui va le faire. C'est clair. D'accord. C'est absolument clair. Je vais donner à quelqu'un et lui dire non, je suis là, je surveille, d'autant plus que j'ai des effets spéciaux et que je tiens absolument à ce qu'ils soient... Qui te plaît le oui, plus. oui, tout à fait, et à corriger ça. Et puis bon, l'histoire, c'est quand même un conte philosophique, et j'ai vraiment envie d'avoir les meilleurs moments possibles avec les acteurs. Wow. Donc, c'est toi qui vas choisir les acteurs. Oui, bien sûr. Et c'est toi qui vas choisir le crew, qui va faire les caméras et tout. Oui. Donc, c'est toi de A à Z qui va tout mettre sur place. Oui. Donc, ce sera vraiment ton produit. Tout à fait. Tu ne vas pas prendre un casting agent qui va te choisir les gens. Non. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que effectivement, je tiens absolument à gérer ça. Tu veux savoir exactement qui va dedans. Oui. Qui va dedans, hein. Oui. Et puis en fait, la seconde raison, c'est que c'est un ça reste quand même un court métrage, même si c'est un 20-25 minutes. Et on n'a quand même pas énormément d'argent. Et les effets spéciaux mangent énormément du budget. Donc on est obligé de faire les choses avec quand même un peu des bouts de ficelle. Mais moi, par exemple, je suis en charge de trouver les guests et le directeur, mais pour ce qui est des caméramans, celui qui vient, il vient. C'est-à-dire, j'ai pas de contrôle sur ça tellement parce que c'est-à-dire, je les appelle, mais s'ils peuvent pas, je prends celui qui peut. En fait, le caméraman, c'est quelqu'un qui est derrière la caméra et qui écoute le directeur. Donc, il faut qu'ils savent suivre des ordres. Oui. Donc, si tu as un bon directeur, les caméramans, ils doivent être des gens comme des robots, mais un peu moins. Ouais, là, les choses sont un peu différentes sur une équipe de cinéma, parce que par exemple, moi j'ai déjà un assistant en France. Vous avez travaillé ensemble? On travaille ensemble sur toute la création de l'équipe, sur qui vont être les éclairagistes, les habilleurs, etc. Comme l'histoire se passe dans un Londres des années 25-30, on a aussi un problème avec les repérages, donc il y a aussi des gens qui font des repérages en ce moment. Et ce qui est absolument génial, et sans eux je ne pourrais strictement rien faire, c'est qu'ils sont partis du principe que l'histoire que j'ai écrite, qui est complètement sortie de ma tête, était une histoire suffisamment intéressante pour eux pour travailler gratuitement. Et sur ce film, on va tous travailler gratuitement. Jusqu'à qu'il sorte. Non, même quand il sortira, sauf effectivement, et croisons les doigts, parce qu'aujourd'hui en France, il y a une possibilité d'exploiter d'une façon un petit peu commerciale quand même les courts-métrages, parce que de plus en plus on peut les faire passer dans les festivals, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les responsables du cinéma en France se rendent compte que le court-métrage peut être producteur d'argent. Et peut-être il en fera de l'argent, peut-être pas. Mais en tout cas, nous, on ne le fait pas pour ça. Et vous allez partager si vous faites de l'argent? Oui. D'accord. Oui, il y aura, et on partagera à part égale. D'accord. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera mieux payé que d'autres. Non. Donc ce sera une truc d'équipe. Oui. Vous serez votre premier projet, enfin, pas leur premier projet, mais peut-être le tien. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un premier projet. Ah ouais? Oui. Donc vous allez essayer de faire quelque chose de bien pour pouvoir peut-être être encouragé à faire quelque chose d'autre après, c'est ça? C'est-à-dire qu'on est obligé de faire un court métrage pour peut-être pouvoir en faire un long plus tard. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est vraiment le parcours obligatoire. Oui, il faut passer le bac. Oui, c'est ça, il faut passer le bac. Bon, on verra bien. Oui, je sais, combien qui réussissent au bac, 43%. Non, je pense un petit peu plus. Maintenant, ils ont augmenté. Ouais, ils ont levé les niveaux. Je ne sais pas s'ils ont baissé les épreuves ou s'ils ont... Oui, je sais pas. Et bon, j'espère que tu passeras. Et puis, je suis sûre que tu es encore jeune et que tu auras la chance de faire peut-être un jour un long métrage, on ne sait jamais. C'est très cher, mais on peut le faire, c'est pas impossible. S'il y a d'autres personnes qui l'ont fait, pourquoi pas toi? Ah oui, ça c'est une de mes règles dans la vie, c'est que si quelqu'un peut le faire, je dois pouvoir le faire aussi. Exactement. Ouais. Parce que on voit des gens de très jeunes qui ont pu trouver l'argent et qui ont pu faire quelque chose dès leur premier essai et qui ont pu faire quelque chose de successful. Donc des
fois, c'est remarque un truc de loterie. Le sujet, le script, les gens aiment, et tout d'un coup, c'est un hit. Et des fois, bon, ça te plaît à toi, ça plaît à ton équipe, et pour une raison ou pour une autre, ça plaît pas au public. On ne sait pas pourquoi, mais c'est souvent un gamble. Et puis, j'ai remarqué que quand on voit par exemple les Academy Awards et tout ça, dès qu'il y a un film qui a beaucoup de succès, l'année d'après, beaucoup de gens essayent d'imiter ce genre de film, mais c'est jamais le même genre de film qui vient l'année d'après. Oui et non, sur l'imitation, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce qu'il faut tellement de temps avant de dire action pour la première fois sur un film, et avant que quelqu'un, un spectateur lambda, s'assoit dans une salle, achète son ticket pour le voir, que souvent ce qu'on pense être de l'imitation, c'est simplement parce que les films se sont créés dans la tête des scénaristes puis des réalisateurs dans le même temps, sans qu'ils en parlent nécessairement. Mais tu sais, on trouve ça sur les inventions. Les nouvelles inventions, elles apparaissent dans le monde à 2 ou 3 endroits complètement différents et les gens n'ont pas communiqué du tout entre eux. Et tu sais pas pourquoi, ils inventent la même chose en même temps. Ben, pour le cinéma, c'est un petit peu pareil. C'est vrai. Mais je me rappelle quand le film d'année, c'était Kramer vs. Kramer. C'était une histoire de custody et de divorce. C'était une histoire qui se passait à la cour, etc. Puis l'année d'après, il y a Paul Newman qui a fait le verdict et ça n'a pas collé. Mais pourtant, donc ça dépend, ce qui déclic dans la tête des gens, ou ce qui plaît aux gens, ce qui ne plaît pas aux gens. Pourtant, c'est des fois la même chose, le même style, c'est dans une cour, et pourtant, il y a quelque chose qui plaît, il y a quelque chose qui ne plaît pas, ou les acteurs plaisent. Mais tu as raison de parler de loterie, parce que c'est vrai que c'est un peu une loterie, mais moi, je crois vraiment... Tu veux jouer un petit peu, quoi. Oui, de toute façon, il faut jouer dans la vie, parce que si tu joues pas, tu n'as aucune chance. D'abord, tu n'as aucune chance, et puis en plus, c'est ça qui est quand même vraiment rigolo, quoi. C'est qu'il faut jouer. Et quand on fait des choses en s'amusant, en plus, souvent, ça marche, alors que quand on est fait en étant complètement sérieux, en ayant le sentiment d'être investi d'une mission et tout, alors là, ça marche plus du tout. Oui. Mais non, je crois surtout que les choses sont complètement invisibles. Non, mais c'est vrai, des fois, moi, dans la vente, et des fois, c'est quelqu'un à qui je ne m'attendais pas à être un client qui devient un client, et puis c'est une surprise pour moi. Et d'autres, j'étais sûre qu'ils allaient être clients, et puis ils ne sont pas clients. On ne sait pas qu'est-ce qui fait décliquer les gens, on ne sait pas comment les motiver. Et des fois, c'est vraiment une surprise. Enfin, bien sûr, tu peux faire quelque chose qui a déjà réussi avant et qui va re-réussir, mais c'est pas certain que ça va re-réussir. Non, ça c'est pas certain. Mais c'est tu sais comment moi je traduis ça. Elle n'est pas de moi la formule. Elle est de quelqu'un en France qui comprendra le clin d'œil. Mais on appelle ça du psy to psy. Oui. Voilà, ça passe là et là. Et en fait, tu peux montrer tous les papiers que tu veux, tous les contrats que tu veux. Tu peux montrer toutes les feuilles de paye que tu veux quand tu rentres dans une agence pour louer un appartement. Et c'est quelqu'un d'autre qui l'a. C'est quelqu'un d'autre qui l'a. En fait, on ne sait pas, mais quand c'est toi qui l'as, c'est pas parce que tu avais les meilleurs papiers et les meilleures choses, c'est juste parce que... Ça a décliqué au moment-là. Ça déclique. Voilà. Alors maintenant, la magie du déclic, on ne sait pas. Mais tant mieux qu'on ne sache pas, parce que si on savait, ce serait terrible. D'abord, tout le monde y arriverait. Ouais. Ce serait pas rigolo. Ce serait pas aussi sympa de vivre, ouais. Ouais, mais enfin, c'est un mystère, et puis l'être humain est très, très, très sensible, très subtil, et il comprend des trucs même incompréhensibles et qu'on ne peut pas mettre sur du papier. Voilà. C'est ça. Je partage tout à fait ton opinion. Ouais, c'est vrai. C'est de l'ordre de l'invisible. Oui. Et donc, c'est ça, il faut peut-être essayer de définir. Et c'est pour ça que ce soit dans la vente ou dans le cinéma, les gens essaient de dire, voilà, cette formule, elle a marché. Cette formule a marché 5 fois, 6 fois, 10 fois. On va la faire une 11e fois, on va voir si ça va marcher. Mais pas ça marche. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, je voulais parler, peut-être, donc, je sais que tu ne veux pas disclose, tu ne veux pas dire quel est le sujet de ton film. Mais tu nous as déjà dit que ce sera dans les années 20-25. Est-ce que c'est parce que tu as lu un roman qui se passait dans cette période-là? Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est une histoire qui... c'est un peu comme San Francisco, mais moi, les choses, elles arrivent comme ça. C'est-à-dire que c'est plutôt les choses qui me choisissent que moi qui les choisis. Et l'histoire de ce film, c'est une anecdote.
Moi, il y a une petite fille en France que j'aime beaucoup, c'est la fille de ma meilleure amie. Cette petite fille s'appelle Eléa. Elle a pour moi un nom célèbre, puisque Eléa, c'est le nom d'une héroïne de Barjavel dans La Nuit des Temps. Et un jour, Eléa était très très triste. Et donc sa mère m'appelle en me disant fais quelque chose pour Eléa, tu as de l'imagination, fais quelque chose. Et donc je raconte une histoire à Eléa, un peu à la façon de Out of Africa, quand Robert Redford lui dit la première phrase à Meryl Streep, et puis qu'elle continue. Et donc Eléa me dit t'as qu'à me raconter l'histoire d'une petite fille. Et donc je lui dis d'accord, c'est une petite fille, elle s'appelle Chaelé. Et puis en fait j'ai fait l'histoire à ce moment-là avec des mots d'une extrême simplicité. Et ça a été tellement émouvant, ce moment a été tellement émouvant avec que je l'ai mis sur papier, que je l'ai corrigé et que c'est devenu un script de presque, de presque 50 pages en fait. Mais alors ça se passera en studio parce que qu'est-ce qui reste à San Francisco qui est 1926-1925? Mais pour le moment, je ne sais pas encore si je vais tourner à San Francisco. Sur le papier, pour le moment, le film il est prévu à Londres. Il y a des quartiers quand même assez anciens là-bas. Oui. Donc, l'histoire se passe effectivement beaucoup en studio parce que, sans rien dévoiler de plus, c'est l'histoire d'une petite fille qui sort jamais de chez elle, qui se pose beaucoup de questions sur qui elle est, ce qu'elle fait, et qui est éduquée par un très très vieux Chinois il est tellement vieux qu'il a plus d'âge, je sais pas, il a peut-être 120, 130, 140 ans. Et puis en fait, elle va essayer de comprendre qui elle est et elle n'aura pas les réponses qu'elle espère. Ça reste sympa, c'est mignon quand il y a des enfants. Oui, c'est aussi mignon pour les adultes, je crois, parce que, comment te dire, c'est probablement une métaphore sur l'idée de ne créons pas des personnages qui n'existent pas et ne soyons pas exigeants par rapport aux gens qu'on aime, puisque de toute façon, si on les aime vraiment, alors il faut les rendre libres. Oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires avec des enfants qui ont bien réussi en fait sur le cinéma. Il y avait un petit court-métrage qui avait été fait avec la petite fille qui avait perdu son nounours. Tu l'as sûrement vu ce court-métrage. Alors le père il va dans tous les magasins de nounours, il essaie de trouver le même et elle refuse le nounours et puis finalement il essaie d'aller dans son garage et de le rendre vieux comme un vieux nounours. Et elle dit non, c'est pas le mien. Elle le reconnaît, elle sait que c'est pas le sien. Le père il jette le nounours dans les bois et il fait semblant qu'il vient de le retrouver. et il l'amène à la petite fille et la petite fille toujours dit non, c'était pas celui-là. Et c'est très très bien. Et puis lui il a tout fait pour lui ramener son nounours et la petite fille elle avait compris que son père vraiment l'aimait et qu'il était allé, il a fait tout ça pour lui rapporter le nounours. Et puis il y avait quand même un sens de bonheur pour la petite fille et puis c'était quand même triste qu'il n'avait pas trouvé son nounours. Mais c'était une très très jolie histoire, ça m'a beaucoup touchée. C'était très court métrage, je crois que c'était 5 à 10 minutes, c'était très très bien, c'était très touchant. Mais ça c'est l'intérêt du court métrage, c'est que tu es obligé d'aller au cœur de l'histoire très rapidement puisque tu n'as pas beaucoup de temps pour raconter l'histoire et donc ça ramène les choses à l'essentiel. Donc ça c'est vraiment bien. Donc j'espère que ce sera aussi successful, aussi bien que celui que j'ai vu, parce que c'est vrai que je ne vois pas autant de courts-métrages. Une fois que je suis allée au festival du film, et j'ai vu plusieurs courts-métrages en fait. Mais ce n'est pas des films qu'on voit dans les salles de cinéma, ça. Il faut les gens qui aiment le cinéma, qui vont au festival, qui voient ces gens. Oui. Encore que maintenant, en France en tout cas, on a la chance, on a des télés, on peut faire passer des trucs. Oui, on a il y a de plus en plus de programmes de cours, sur Canal notamment, pour ne pas les citer, mais bon, moi je les aime bien Canal, donc c'est vrai qu'ils font un bon boulot sur les courts-métrages. Mais autrement, c'est vrai que si tu veux vraiment voir des courts-métrages, tu es obligé d'assister à des festivals, et puis où tu les vois, alors là c'est carrément la grosse dose, quoi, parce que t'en manges pendant 3 heures ou 4 heures par jour et pendant 2 ou 3 jours d'affilée. Et puis voilà. Mais je voulais te demander, c'est quand même rare de rencontrer une femme cinéaste, parce que j'ai rencontré des hommes cinéastes qui me vendaient des films. Je n'ai pas encore rencontré de femmes cinéastes. Je voulais savoir, qui a été la femme qui a été un role model pour toi, qui a été un mentor ou comment as-tu acquis ce genre d'indépendance de
vouloir être cinéaste? Parce que c'est rare quand même les femmes cinéastes. Enfin, moi, j'en ai pas rencontré. J'ai pas vraiment de... Tu as été poussée à le faire, c'est ça? Oui, tout simplement. Je crois que j'ai vraiment grandi dans l'idée de l'image. Et donc, tu n'avais pas une femme qui était cinéaste? Non, non, pas du tout. D'accord. Pas du tout, du tout. Il y avait une actrice peut-être? Une actrice, non, même pas. Je fonctionne pas trop comme ça avec des gens qui... T'en servis de modèle? Non, pas trop. Donc c'est toi, Ouais, non, sans doute. Je puise mes racines et un peu partout, et puis je dois sûrement faire une sorte de mélange, quelque chose comme ça, et puis ça devient autre chose qui est passé à travers mon filtre à moi. Mais je peux pas vraiment dire, je suis fan de ça, j'adore cette femme, j'adore cet homme. Non, je peux pas vraiment dire ça. Mais bon. Tu as sûrement rencontré des bons cinéastes alors? Oui, c'est vrai que si je dois dire que j'ai un papa spirituel dans le cinéma, alors lui, je peux effectivement dire son nom parce que je suis très très fière et que je l'aime beaucoup, c'est Claude Lelouch. Et j'adore le cinéma de Claude Lelouch, et ce que je trouve formidable, il est formidable de simplicité. Et il raconte des histoires toutes simples et très très belles, et en n'ayant que l'émotion à sa disposition. C'est lui qui a fait Un homme, une femme, c'est ça? Oui, il y a un petit moment déjà. Aussi. Oui, il est très... Non, mais c'est-à-dire, étant donné que je suis aux États-Unis depuis 25 ans, je ne suis pas les carrières des anciens réalisateurs que j'aimais d'aussi près qu'avant, mais est-ce qu'il est toujours vivant? Claude Lelouch, oui, il est toujours vivant, il est très actif, il continue à faire au moins un film tous les 6 mois, qu'est-ce que je dis, tous les 1 an, toutes les années et demie. Donc il est toujours actif? Il est très 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 actif. Je devrais peut-être essayer de voir un de ses films et de les louer. Il y a Le Vidéo, je ne sais pas si tu as entendu parler du magasin de vidéo qui s'appelle Le Vidéo, qui a la plus grande sélection de vidéos français. Oui, non, je ne le connais pas. C'est où ça? Trouver le temps d'aller les voir ou d'aller les chercher ou d'aller les puiser dans... Je sais qu'elle a 45 000 titres, c'est incroyable. 45 000 titres? Ouais. Waouh. Ouais, elle est le plus grand magasin de vidéos de San Francisco, on peut dire même des États-Unis, parce que les gens viennent, commandent ces vidéos de partout. Tu devrais peut-être, je ne sais pas si tu as un goût pour les vidéos, tu peux regarder. Oui, j'ai un goût, oui, c'est vrai. Tu as bien deviné, j'ai vraiment un goût pour les vidéos. Je suis obligée de regarder une vidéo par jour parce que c'est un peu comme les lunettes, c'est psychotique. Si tu aimes ça, c'est sur la 9e avenue et c'est sur Lincoln. Et d'ailleurs, c'est elle qui nous donne les cassettes. Oui, super. Donc, et c'est une Française d'ailleurs, c'est une Française qui s'appelle Catherine Chen et qui a monté son magasin comme une entrepreneuse et qui a bien réussi. C'est donc un success story de San Francisco d'une Française. Oui, c'est génial. Oui, bon, je te remercie beaucoup d'être venue. J'espère que voir ton nom en grand quelque part un jour, peut-être dans 5 ans, on ne sait jamais, ou bien même avant, on ne sait jamais. On verra. En tout cas, est-ce que c'est permis de dévoiler le titre de ton film? Oui, c'est le nom de la petite fille, et donc ça s'appelle Chaolé. Ah bon, ce sera le nom de la petite fille. C'est le nom de la petite fille. Chaolé. Ok, donc si jamais j'entends ce nom, donc je reconnaîtrai que c'est ça. Ouais. D'accord. Donc je pense que en ce moment à San Francisco, donc tu poursuis d'autres intérêts, qui pourraient peut-être t'amener à faire de meilleurs films, mais je sais que tu fais plusieurs choses ici à San Francisco, à part l'anglais, Oui, à part l'anglais, effectivement, je regarde s'il y a une possibilité pour moi de m'installer ici de façon peut-être un tout petit peu plus définitive. Mais je reste de toute façon très, très, très fixée sur le cinéma. Mais en dehors du court-métrage, mon désir était aussi de faire l'adaptation d'un roman américain. Et donc c'est vrai que je suis ici pour ça aussi, pour essayer de voir s'il y a une possibilité avec l'auteur qui est une femme qui a écrit un très très beau roman. Ah, pour plus tard. Pour plus tard. Et voilà. Donc tu fais plusieurs choses à la fois. Ouais, dans mon métier, on est obligé de faire plein de choses en même temps parce qu'il faut en faire 10 pour qu'il y en ait une qui réussisse. Donc t'as pas le choix. Et comme support système, beaucoup de gens viennent à San Francisco et il y a
la famille n'est pas là, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui est ton support system? Tu as établi un certain support ou bien c'est surtout, tu sais que c'est temporaire et que tu vas retourner à la famille? Non, pour le moment, effectivement, je sais que c'est temporaire et c'est ce qui fait que je tiens le coup. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même, c'est vraiment difficile, c'est vraiment une expérience. T'as beau réfléchir avant et penser que tu es prêt, et quand tu arrives et que tu as passé les 15 premiers jours ou les 3 premières semaines à courir partout dans San Francisco, puis à te dire ouais, c'est génial, oh là là, j'adore, mais comment j'ai pu vivre ailleurs et tout ça. Et après ça, il y a une espèce de... Oui, il y a la vie, il y a une espèce de routine, un quotidien qui te rattrape. Et là, tu te dis ouais, je voudrais mon chien, je voudrais mes amis, ils sont où? Bon, alors tu as 2 solutions, où tu les fais tous venir, c'est un peu dur, mais je connais quelqu'un à San Francisco avec qui ça a fonctionné, il a fait venir la famille, les amis, tout le monde, et puis autrement, bah, tu retournes. Moi, je pense, pour moi en tout cas, je pense que la situation idéale, c'est peut-être d'être un peu à San Francisco, un peu à Paris, un peu ailleurs. Pour avoir une balance. Oui, pour équilibrer, parce que c'est quand même 2 mondes. Oui, et puis émotionnellement, il faut quand même des gens qu'on connaît depuis longtemps. Oui, on a besoin de ça. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on soit... Enfin, moi, je suis là depuis très longtemps et pourtant, j'ai toujours besoin de ça. Besoin d'un support. On n'est pas, quel que soit le nombre d'années qu'on est ici, on n'est pas un island, à moins d'être, bien sûr, très très dur, mais on a tous besoin de son affect, de son entourage, et puis peut-être de quelqu'un ou de quelque part où on est sûr de pouvoir être soi-même. Voilà. Je crois qu'en fait c'est ça, c'est qu'il y a un moment quand tu es à l'étranger comme ça, mais bon, évidemment toi tu parles hyper couramment et tout, mais imagine en plus moi je parle pas bien, donc c'est le problème. Déjà tu n'es pas normale. Oui, déjà je suis pas normale et c'est hyper dur de communiquer et une fois que tu as communiqué avec tes mains et tes yeux et que tu as mimé toutes les situations, ça reste quand même très très primaire. Donc c'est vrai que ça renforce la difficulté et puis que même si tu es prévenu de ça, c'est quand même dur. J'ai dépensé plein d'argent, j'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent à téléphoner en France. Pour connecter. Oui, pour connecter. C'est très intéressant ce que tu fais, je te souhaite beaucoup de succès. Merci. Et j'espère bien sûr t'inviter à nouveau lorsque le film sera fini, j'espère que tu m'appelleras. Mais volontiers, bien sûr. Et qu'on pourra faire passer des clips peut-être. Mais pourquoi pas, moi je suis prête. Hein. D'accord, donc c'était Judith, donc ça se prononce on prononce T à la fin, Judith Grossman, qui est de Paris, n'est-ce pas? Tout à fait. Tu as été élevée à Paris? Je suis de Paris maintenant, comme tous les Parisiens qui viennent d'ailleurs que de Paris, ou presque. Pardon pour les autres Parisiens qui sont vraiment nés là-bas. Vous voyez donc qu'elle est de Paris, elle est très très élégante et elle nous apporte ça, c'était très très bien. Et donc c'était Julie Grossman qui est cinéaste et qui a fait aussi la publicité, n'est-ce pas? Oui, j'ai aussi travaillé pour la pub, donc ceci explique cela. Voilà, c'est ça. C'était Judith qui est ici à San Francisco et c'est vraiment un plaisir de t'avoir parlé aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Aline.